C'est mardi, c'est Grand Récit. Notre série vous propose de vous plonger dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Toujours à hauteur d'homme. Après les héros improbables, les mois de mars et d'avril seront consacrés aux miraculés du sport. Troisième volet dédié à Wilma Rudolph. Épisode 1. Rescapé du Titanic et roi de l'US Open, le destin pas commun de Dick Williams. Épisode 2. Rocky Bleier, survivant du Vietnam et roi du Super Bowl, quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Le jour où John Ford a mis ses mots dans la bouche de Carlton Scott, dans « L'homme qui tua Liberty Valance », le réalisateur aux 4 Oscars avait sans doute dans un coin de la tête le secret espoir que cette scène entrerait dans l'histoire du 7e art, voire dans celle de l'Amérique, dont il s'évertua, tout au long de sa vie, à décrire la lente et douloureuse construction. Une chose est certaine, Ford ne faisait aucunement référence à Wilma Rudolph, athlète exceptionnelle à tous les sens du terme et devenue, 2 ans avant la sortie de son film, une légende bien vivante dont on peut imprimer la réalité sans que cela n'abîme le mythe. Tout ce que vous allez lire ici est vrai, même ce qui peut vous paraître le plus invraisemblable. Wilma Rudolph, c'est l'histoire, bigger than life, d'une fille délaissée de l'Amérique et de la Providence. Son extraordinaire destinée tient sur ses 2 jambes, dont une qui n'aurait jamais dû la propulser dans l'histoire de son sport et, surtout, de son pays. Parce que si les bonnes fées se sont penchées sur son berceau le jour de sa naissance, elles étaient venues sans leur baguette magique. Wilma Rudolph et Dorothy Hyman, Utah Inegeti, image double pneumonie, scarlatine et poliomyélite États-Unis, 1940. L'esclavage a officiellement été aboli depuis près de 75 ans. Mais il y a les écrits et les faits. Si l'encre a eu le temps de sécher, le sang et les larmes n'ont pas fini de couler au sud du pays. Ce sud profond, où la violence envers les Noirs refait surface avec une régularité métronomique. Le 23 juin, la petite Wilma voit le jour dans le ghetto de Bethléem, à Clarksville, au nord du Tennessee. On ne peut être plus éloigné de l'idéal américain. Quand le pays fourbit ses armes et se battra bientôt pour libérer le monde de la barbarie nazie, la bannière étoilée ne montre que peu d'égards à l'endroit d'une partie des siens, dont Wilma Rudolph finira par être l'un des phares. L'Amérique est le pays de tous les possibles, à condition d'être blanc et bien portant. Wilma Rudolph est noire, née prématurée. Quand elle pousse son premier cri, la fillette ne pèse que 2 kilos et des poussières. 20e rejeton d'une famille de 22 enfants, elle est la fille d'un porteur de bagages de la gare locale et d'une domestique. À 4 ans, sa vie bascule, jusqu'à la porter au-dessus d'un précipice dont on ne ressort que rarement et jamais indemne. Après avoir été entre autres, victime d'une double pneumonie et d'une scarlatine, elle contracte une poliomyélite qui lui fait perdre l'usage de sa jambe gauche. Elle portera désormais une attelle métallique. Et les médecins sont catégoriques, elle ne marchera plus. Elle n'a plus de force dans sa jambe et son pied. Nous sommes en 1944. Si Franklin Delano Roosevelt a prouvé qu'il était possible de devenir président des États-Unis avec un handicap, il est inconcevable de s'imaginer un avenir d'athlète. Dans 16 ans, Rudolph deviendra pourtant la femme la plus rapide du monde. Mes médecins me disaient que je ne marcherais plus jamais. L'histoire de Wilma Rudolph, c'est avant tout une immense leçon de résilience et d'amour. Un amour familial qui a poussé une fratrie à aider une petite fille que rien ne prédestinait à embrasser un destin d'exception. Condamnée par la médecine, elle a été sauvée par les siens et son exceptionnelle volonté. Mes médecins me disaient que je ne marcherais plus jamais, expliquait-elle. Ma mère me disait que j'y arriverais, j'ai cru ma mère. Toutes les semaines, cette dernière parcourt les 80 km séparant le domicile des Rudolph du premier hôpital acceptant les Noirs, à Nashville. À la maison, ce sont ses aînés qui la massent quotidiennement. J'ai passé le plus clair de mon temps à chercher comment retirer mes attelles, expliquera-t-elle bien plus tard. Quand vous êtes issu d'une grande et formidable famille, il y a toujours un moyen de parvenir à vos fins. Petit à petit, sa condition s'améliore. À 9 ans, elle se débarrasse de ses attelles. 2 ans plus tard, elle quitte les chaussures orthopédiques qui avaient pris le relais de ses encombrantes armatures. Wilma est âgée de 11 ans. Elle marche, elle court, même, vite, et saute. Oh, Wilma est déjà grande pour son âge.
Et, dans sa quête de normalité, c'est prise de passion pour le basketball, qu'elle pratique dès qu'elle peut, avec l'une de ses sœurs. À la Burt High School, elle finit par intégrer l'équipe de l'école, bat le record de points sur un match, 49, et va même jusqu'à être sélectionnée dans l'équipe de l'État du Tennessee. Mais les cours de basket sont vite étriqués pour celle qui est surnommée « Skitter » moustique. Parce qu'elle est insaisissable et va vraiment trop vite pour se cantonner à bondir ballon orange en main. Ed Temple est l'entraîneur de l'Université du Tennessee. Faiseur de championne, puisqu'il en verra tout au long de sa carrière,